Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour parler, et oui, une fois n'est pas coutume, de laïcité. Affirmer la laïcité en Belgique au XXIe siècle, c'est le titre d'un nouvel ouvrage en nos éditions Centre d'Action Laïque, sous la direction de Véronique de Keyser, avec beaucoup d'intervenants, on va dire, pour beaucoup de chapitres. Un livre important en ce début 2025. Pourquoi? On va le voir dans quelques instants avec nos invités. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Je suis ravie d'accueillir Véronique de Keyser. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes présidente du Centre d'Action Laïque et le secrétaire général du Centre d'Action Laïque, Benoît van der Meerschen. Bonsoir, et là aussi. Bonsoir. On va commencer directement à planter le décor, Véronique de Keyser. Pourquoi ce livre, aujourd'hui, en 2025, avec plusieurs contributions? Pourquoi rappeler ce qu'est la laïcité, à quoi elle sert et vers quoi elle va? Mais je vais peut-être, de manière un peu scolaire, parler du titre. Alors, le titre n'est pas anodin, effectivement. En tout cas, pas pour nous, laïcs. Alors, affirmer la laïcité en Belgique au XXIe siècle. Il y a eu, à la fin du siècle dernier, il y a eu un grand bouquin historique sur la laïcité. Et un des premiers présidents du Centre d'Action Laïque, Philippe Grolet, a écrit avec son secrétaire général 2 articles qui étaient « Affirmer la laïcité au XXe siècle ». Et on s'est dit, au XXIe siècle, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons gardé dans cette volonté d'affirmer la laïcité partout où nous sommes? Est-ce que nous avons encore la force d'affirmer la laïcité? Et surtout, qu'est-ce qui fait partie de notre ADN depuis toujours, depuis Philippe Grolet, depuis la fondation du Centre d'Action Laïque? Et qu'est-ce que nous avons changé dans nos pratiques, vu que le monde a changé de façon incroyable? Et j'ai arrêté d'écrire, et les intervenants aussi, le jour de la présidence de Trump, qui effectivement est un peu symbolique d'un changement qui se préparait certes, mais qui est un changement complet du monde, de nos habitudes, de notre manière de travailler, de notre manière de penser la religion, de penser l'éducation, etc. Et donc par rapport à cette espèce de révolution, et je dirais de ce basculement du monde, il nous faut, nous, laïcs, pouvoir le penser. Mais penser le monde, c'est quelque chose de très compliqué. Et ce modeste ouvrage, c'est pour penser le monde d'aujourd'hui avec évidemment des yeux de laïc. Voilà ce que j'ai voulu faire, voilà ce que les autres ont voulu faire avec moi, et je les remercie beaucoup parce que c'est toujours un peu de casse-gueule. Benoît van der Meerschen, de votre côté, Véronique de Keyser vient de le dire, donc le projet est dans les cartons depuis quelque temps. Néanmoins, il a fallu mettre un gros coup de boost. Tout va très vite. On a l'impression que ces derniers mois, ces dernières semaines ont chamboulé complètement l'ordre du monde. Enfin, on n'a pas que l'impression, c'est une réalité. Est-ce que ça nous force aussi, en tant que laïcs, à repenser la laïcité? Qu'est-ce que vous en diriez, vous? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la laïcité? Et puis en Belgique surtout. Peut-être reprendre cette notion de laïcité organisée en Belgique, qui n'est pas une laïcité à la française. Est-ce que la Belgique est un État laïque aujourd'hui? Beaucoup de questions en une. Je vous les hein. jette comme ça, bam. Débrouillez-vous. Mais, pour ma part, je pense que le titre de ce livre réaffirme surtout aussi le fait que la laïcité, c'est un projet d'une modernité absolue et qui ne se dément pas. Ceci étant, la laïcité doit être aussi adaptée à son temps. Vous l'avez indiqué, nous vivons une période complexe où les crises s'accumulent, s'enchevêtrent, s'interpénètrent, et sans doute que ça nous oblige davantage. Ce qui ne veut pas dire que les anciens combats de la laïcité sont à mettre de côté. Il y en a d'autres qui arrivent, qui se superposent et qui nous obligent davantage. La laïcité, en réalité, moi j'ai toujours un peu d'incompréhension quand nous sommes critiqués de l'extérieur, parce que j'ai envie de dire, c'est un acte de confiance de l'être humain en l'être humain.
Qui peut aujourd'hui légitimement en avoir peur? Personne. La laïcité, nous avons pris le temps en interne de la redéfinir il y a une petite dizaine d'années. C'est un principe humaniste, donc c'est un principe de gestion de la structure étatique basé sur l'être humain qui fonde le régime de nos libertés. Donc le régime de liberté, c'est les droits humains de manière générale, sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. C'est l'idée donc que nous avons tous le droit d'avoir des convictions et d'en changer, et que le rôle de l'État dans toutes ses composantes, ses dimensions, c'est de servir l'intérêt général et d'offrir un service public sans discrimination à qui que ce soit. On s'en moque de savoir si on est un homme ou une femme, si on vient de tel ou tel pays, si on a telle ou telle conviction. Et donc c'est quelque chose qui est offert à tous, avec aussi la volonté, dans le principe tel qu'on l'a défini, de ne pas être juste la volonté comme la neutralité, de laisser tout un chacun faire ce qu'il veut et de laisser la religion à distance. Non, l'idée c'est de permettre à chacun d'exprimer ses convictions et pour ce faire, d'obliger notre État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation de tout un chacun par la diffusion des savoirs et l'exercice du libre examen. Donc ce que nous voulons, en réalité, c'est une idée qui est peut-être subversive pour certains aujourd'hui, mais ce sont des êtres humains qui sont maîtres de leur choix. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, c'est important que chacun puisse être maître de ses choix. L'offensive contre la laïcité aujourd'hui, certains disent qu'elle est en position de faiblesse puisque le pilier contre lequel elle s'est bâtie, le pilier catholique, lui-même s'effrite un peu puisque la sécularisation de la société est là. Ce combat-là, il est d'arrière-garde. Ce n'est plus ce combat-là qui regarde la laïcité aujourd'hui. Je crois que de manière générale, comme on le fait dire à Cyrano, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Pas grave, les critiques, tant mieux, on prend. Qui peut dire que les combats du Centre d'action laïque ne sont pas d'actualité? Il y a à peine quelques mois, nous recevions un chef d'État qui était invité au Palais Royal avec tous les corps constitués pour écouter sa sainteté donner un discours à la nation. Et nous avons quand même eu un chef d'État qui est aussi un chef religieux, le pape, qui est venu nous dire... Urbi et Orbi, mais d'abord devant les corps constitués, que d'abord très peu de choses sur les abus sexuels au sein de l'Église, mais beaucoup de choses par la suite sur des législations votées démocratiquement par notre représentation parlementaire. Je pense évidemment ici à l'IVG. Pour ensuite, dans un avion de la SN Brussels Airlines, venir nous dire que tous ceux qui sont médecins et qui appliquent une loi démocratiquement votée sont en réalité des tueurs à gages. Donc oui, l'influence du religieux dans notre pays, encore aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une réalité qu'il est difficile de nier. François Fink, d'ailleurs, une contribution de François Fink du Centre d'action laïque dans un des chapitres, rappelle que ce n'est pas parce que les églises se vident aujourd'hui que les groupes et les lobbying européens catholiques sont là pour saper un tas de libertés individuelles. Ce sont ces combats-là qui portent la laïcité. Véronique de Keyser, mais alors comment unir le plus grand nombre derrière ces valeurs-là, laïques? Comment montrer qu'en fait elles sont positives pour toutes et surtout pour la démocratie? C'est par le terrain, par les outils que nous avons? Je crois qu'il y a une double articulation qui est indispensable. D'abord, il faut avoir des principes qui nous unissent, qui sont clairs, qui sont intelligibles, en tout cas par tous. Quand on dit bêtement, peut-être, mais tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, c'est un principe que nous posons, et c'est en ça que nous croyons, et c'est ça que nous voulons concrétiser sur le terrain. Évidemment, si vous allez dans un quartier complètement défavorisé, que vous arrivez en disant « oui, mais nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux, etc. » et que vous arrivez avec votre voiture, vos vêtements habituels, il faut vous dire « ben non, on n'est pas égaux, on n'est pas égaux ni même en dignité. » Il y a des gens plus égaux parce que qu'on nous d'autres, traite, oui. Et donc, ces principes, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient concrétisés immédiatement sur le terrain. Les lois peuvent aider, effectivement, à les inscrire dans le juridique. Mais nous, au CAL, ce qu'on essaye de faire, c'est les faire passer, justement, sur le terrain. Et on a une série d'actions auprès, d'abord, bien entendu, de gens
qui ne se sentent pas aussi dignes que les autres et qui sont plus vulnérables. Je pense à tout un volet qui est développé depuis la création du CAL en 69 et même déjà avant par des groupes particuliers, des associations, qui est toute l'assistance morale à la personne. Alors, l'assistance laïque ou morale à la personne, mais ça couvre absolument tous les secteurs. Ça couvre certes les prisons, les centres fermés, partout où il y a de l'enfermement, il y a les hôpitaux, il y a toutes les personnes qui sont les jeunes étudiants qui aident les proches, qui sont dans des familles, etc. Il y a la femme qui n'en sort plus. Bon, toute cette partie de vulnérabilité de la société, elle est reprise, aidée, formée par de l'assistance morale. Et il y a eu des journées, par exemple, pas plus tard que samedi, il y avait une journée de toute l'assistance morale et laïque, tout secteur confondu. Et à ce moment-là, se posait vraiment la question que nous nous posons tous, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la manière d'assister moralement un détenu, comment est-ce qu'on pratique, et comment est-ce qu'on fait avec un malade ou une personne qui est peut-être en fin de vie, est-ce que c'est le même type d'assistance ou non? Donc on voit bien le jeu des principes et puis le jeu du contexte. Et c'était une grande réunion de fraternité finalement. On s'est dit, on a tout de même beaucoup de chance d'appartenir à un mouvement dont toute une partie à la fois de gens qui sont rémunérés, et en grande partie par la justice chez nous, mais aussi des bénévoles, tant et plus, qui se consacrent à ça en des temps où aujourd'hui, oui, on est individualiste et égoïste et les jeunes ne sont plus là. Et là, les jeunes sont là, voyez-vous. Oui, aujourd'hui... Alors on dit, les jeunes, on ne les voit pas parce que c'est toujours des vieux qui s'occupent de ça. Eh ben non, pas au CAL. De plus en plus d'exclus, on le sait, la société oublie, elle laisse sur le chemin. Je pense que c'est cette idée d'action du CAL qui est tellement importante et c'est ce que nous avons vraiment voulu défendre dans les livres. Certes, on a un peu philosophé, on a mis des principes, mais quelles sont les actions et sur quelle base est-ce qu'elles se déroulent? Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on a une telle définition comme Benoît van der Merch vient de l'évoquer? Comment est-ce que ça se concrétise sur le terrain? Eh bien, avec une série d'actions, d'initiatives, qui est la défense, par exemple, du droit à l'IVG, qui est la défense du droit à l'euthanasie, etc. Tout ça se décline de différentes manières. Et depuis quelques années, il y a les défenses, le droit à l'environnement, l'idée qu'on n'a qu'une seule santé dans le monde et qu'on est interdépendant et que donc il faut prendre soin des autres, mais aussi prendre soin des animaux, de la flore et tout. C'est pas tiré par les cheveux. C'est la problématique des jeunes aujourd'hui, leur manière de montrer la fraternité, la solidarité, l'égalité justement entre eux. Donc la lutte contre le racisme, la xénophobie, etc. Tout ça, j'en passe. Mais tout ça, c'est le quotidien du CAL. Alors quand on vient de me dire, puis je me tais, oui, mais enfin, vous avez perdu sur le terrain parce que vous n'avez plus... telle forme de rituel, ou bien vous n'avez plus le jour de fête de la jeunesse, des fêtes laïques de la jeunesse. Eh bien, d'abord, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai que l'action des jeunes se marque parfois autrement. D'autres combats aujourd'hui. Et la confrontation avec le monde tel que nous le vivons, chez les plus vulnérables ou sur des thématiques d'environnement, est aussi un rite de passage. Celui d'avoir une action dans la société. Donc, méfions-nous des étiquettes, méfions-nous des critiques hâtives. Je crois que ce que nous avons voulu dans le livre montrer, c'est la vitalité du mouvement et ses faces multiformes, mais dont l'épine dorsale est vraiment et la définition et les principes que nous défendons. Benoît van der Merchen, vous vouliez ajouter quelque chose avant que je vous demande, parce que Véronique de Keyser, les bénévoles sur le terrain, mais aussi les personnes rémunérées par la justice, un mot justement de cette laïcité à la belge un peu particulière, et sans doute la seule dans le monde, avec une reconnaissance et un financement public du mouvement laïque, finalement comme sur un pied d'égalité avec les cultes traditionnels. Tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait, et je reviendrai à votre question juste ensuite, Véronique de Keyser, bien préciser que dans le cadre de notre action, ce qui nous différencie peut-être de d'autres
organismes, nous avons une vocation, nous, à offrir cette assistance morale sans discrimination aucune. À l'issue des attentats de Bruxelles, le gouvernement avait créé ce qu'on appelle un conseil de dialogue, initiative qui peut être critiquable, mais où le Premier ministre et le ministre de la Justice reçoivent les chefs de culte et de la laïcité. Et juste après l'invasion de l'Ukraine, nous avions été reçus par le ministre Van Quickenborne, une seule femme autour de la table, notre présidente, Véronique de Keyser, et on avait fait un tour de parole, on demande qu'est-ce qui se passe par rapport à l'Ukraine, et Véronique de Keyser était intervenue en invoquant la situation dramatique des victimes de guerre, principalement des femmes, victimes de violences sexuelles, qui étaient obligées, comme la plupart de ceux qui fouillaient, d'aller en Pologne, où on le sait, l'accès à l'IVG est très complexe. Et donc notre demande, qui avait été exprimée publiquement, c'est d'avoir un corridor humanitaire pour permettre à ces femmes de venir en Belgique et de pouvoir bénéficier d'une IVG dans le délai des 12 semaines. Et au fur et à mesure qu'on fait le tour de chacun, on termine par un représentant d'un culte qui était là invité et qui dit « Mais vous savez, moi, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport à ce qui se passe en Ukraine parce que nous n'avons très peu de fidèles, entre guillemets, en Ukraine. » Et donc, ce qui m'a apparu à ce moment-là, vraiment qui m'a éclaté aux yeux, c'est le fait qu'en réalité, chacun n'avait parlé que pour sa propre chapelle. Et les seuls qui avaient parlé pour tous, c'est la seule femme aussi autour de la table, c'était la laïcité incarnée par Véronique de Keyser. Donc je trouve que là, c'est important. Et il ne faut pas perdre de vue que nous, dans notre action, nos moteurs, ils sont là. Hein, c'est l'attrait de la liberté, c'est la vocation à l'universalisme, c'est la primauté de la raison, et c'est le principe du libre examen. Alors, est-ce que pour autant, on est content, satisfait du système de la laïcité à la belge et du financement? Moi, je suis un être cynique. Je me dis, à partir du moment où les cultes bénéficient d'une reconnaissance et d'un financement, il est logique pour pouvoir mener nos actions que ce soit le cas aussi pour nous. Est-ce que le système est idéal? Non. Certainement pas. Il doit d'ailleurs être revisité. Ça a été un engagement du gouvernement Arizona. Parce que nous avons été, je vous passe ces détails, condamnés il y a quelques années par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a critiqué très fort l'opacité du système de reconnaissance et de financement des cultes. Il importe donc d'avoir un choix politique. Et ce choix politique, il ne sera pas neutre. Hein. C'est un choix important de se dire effectivement quelle place je laisse à qui, et comment je l'encadre d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a quand même si le chef d'entreprise peut parfois là se mettre en porte-à-faux, je pense qu'il y a une question qui ne pourra pas être évitée dans un débat au Parlement, c'est de se poser la question de savoir s'il est normal que de l'argent public au XXIe siècle subsidie des structures qui ne respectent pas l'égalité homme-femme. Ça aussi, je pense que ça fera partie du débat. Nous avons parmi les employés du CAL 60% de femmes, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est évident que ça pose la question de manière plus globale. Et par la suite, c'est vrai qu'on peut se questionner sur les choix qui ont pu être opérés il y a quelques décennies ici en interne et des choix politiques qui ont été opérés parce que c'est eux qui décident ou pas en politique de financer ou pas et qui, quoi, comment. Moi, je maintiens que la laïcité, en réalité, elle n'est pas du tout anti-religieuse. C'est le principe d'organisation de l'État qui permet justement à chacun de vivre pleinement ses convictions, sans pour autant que ces convictions arrivent à prendre le pas sur celles d'autres et à imposer une vision unique de la société. Et je trouve que là, c'est une situation d'équilibre qui permet justement le respect des droits humains fondamentaux et qui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, est plus que jamais nécessaire. Alors, l'ADN du Centre d'action laïque, c'est ne pas interdire. Il est interdit d'interdire, hein, comme en 68, mai 68. Pour autant, vous êtes coriace sur le port des signes convictionnels dans des fonctions publiques. Pourquoi ? À cet égard, moi, je ne me sens pas du tout liberticide en indiquant qu'il n'est sans doute pas adéquat de porter des signes convictionnels. Et ça ne concerne pas donc les signes convictionnels religieux, ça peut être politique, dans la fonction publique ou dans l'enseignement public obligatoire. Pour une raison bien simple, l'enseignement, c'est un lieu de décentration par excellence, où il faut pouvoir justement sortir un petit peu de son habitus naturel et de pouvoir se confronter et dialoguer avec d'autres. Mais pour la fonction publique, je pense que nous serons, avec même ceux qui sont pour le port des signes convictionnels dans la fonction publique, d'accord sur l'idée qu'il faut respecter les libertés fondamentales, d'accord sur l'idée qu'il faut éviter des discriminations à l'emploi, et juste sur un point qui est la neutralité d'apparence ou pas, on peut avoir des discours différents. Bon, ça ne sert à rien de refaire un argumentaire, tout le monde le connaît. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le politique décide. C'est que le politique décide. Véronique de Keyser a été invitée au Parlement bruxellois il y a 3 ou 4 ans pour évoquer cette question, et rien eu de suite.
Si on veut éviter qu'il y ait à un moment donné la haute école Trucmuche, la commune de la province de Liège, je ne sais plus où, je sais très bien où, ou tel parastatal bruxellois, il faut éviter le feuilleton épisode. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait une règle claire, d'où pour moi, ça doit être pris au sommet, à la Constitution, dans la Constitution, une règle claire qui permette à un moment donné d'éviter le feuilleton à épisode. Il y en a qui ne seront pas contents, ils feront les recours qu'ils voudront, mais au moins on évitera des débats qui sont polarisants et qui n'aident pas à la compréhension mutuelle dans la société où on est. Ni au vivre ensemble. Oui, on peut d'ailleurs remarquer que ça a été un débat de pré-campagne électorale. Dans la déclaration de politique communautaire, dans la déclaration de politique régionale au niveau wallon, vous n'avez pas une ligne sur l'interdiction des signes convictionnels. Donc ça sert à quoi d'en parler avant la campagne si c'est pour pas décider après. Au niveau de l'accord Arizona, il est prévu de réfléchir, d'avancer peut-être. On parle même là d'un dress code pour les fonctionnaires ou d'un uniforme. N'allons pas jusque-là. Pour moi, les gens s'habillent comme ils veulent. Mais pour autant, si on veut que la personne qui arrive devant une administration n'ait pas l'impression qu'elle puisse être discriminée d'une façon ou d'une autre, l'apparence, ça joue. Vous savez, en 2018, je pense, c'était la députée Monica de Koning, l'ancienne présidente du CPAS d'Anvers et ancienne ministre de l'Emploi au niveau fédéral, qui indiquait qu'ils étaient revenus en arrière sur l'autorisation pour les fonctionnaires de porter un signe convictionnel parce qu'ils constataient que les fils se formaient en fonction de l'apparence de la personne au guichet. Moi, je pense que le débat, il ne doit pas être juste idéologique en disant il faut autoriser ou pas. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment ça se déroule en pratique, là où on autorise, là où on interdit, et que l'on puisse alors, de manière correctement éclairée, pouvoir prendre une décision politique, mais elle est urgente. Alors, on est d'accord, petite parenthèse, pour toutes les religions, tous les signes convictionnels, comme on n'appelle plus les vacances, comme on n'appelle plus les vacances de Pâques, mais les vacances de printemps. Mais c'est évident que ça concerne toutes les convictions, religieuses certainement, mais également politiques. À la STIP, je n'ai pas envie d'être contrôlé dans mon métro par quelqu'un qui porte un t-shirt « Je vote Vlaams Belang ». Oui, tout à fait. Véronique de Keyser, une réflexion sur la question. Et aussi, je voudrais revenir, vous consacrer un chapitre sur la laïcité, bien dans les questions de son temps, sur le sexe et le genre. On est un peu en fer de lance sur le genre en Belgique. La transition femme-homme est tout à fait inscrite chez nous et légale. Ce sont aussi ces combats-là que les jeunes prennent à bras-le-corps. On l'a vu avec le débat, évidemment, et vous dites dans votre chapitre merci aux Gisèle, Halimi, et puis Gisèle Pellicot d'avoir ouvert la voie pour casser ces schèmes de domination qui sont encore sous-jacents, et plus qu'on ne le pense. Oui, en fait, ce n'était pas un chapitre au départ qui était uniquement le sexe, le genre, parce que j'aurais pu mettre la colonisation, les trucs, enfin, toutes les formes tellement discrètes de domination que nous ne les voyons plus dans notre société et que nous participons à ces stéréotypes. Donc, je pense que Gisèle, quand j'ai dit merci Gisèle, Gisèle Halimi, au moment où elle a commencé à plaider la question des violences à l'égard des femmes et notamment des viols, a, à un moment donné de son histoire, dans un célèbre procès, rendu public les témoignages de jeunes filles qui avaient été violées. Et c'était du côté d'Aix-en-Provence. Et à l'époque, ça a été perçu comme une gifle, parce qu'on allait voir des jeunes touristes parler de leur viol, etc. Et elle a voulu une audition publique, parce qu'elle disait le public a le droit de savoir. Et finalement, elle a gagné son procès. Et quand, pas plus tard que l'année dernière, Gisèle Pellicot a parlé d'autres formes de viol que ceux de ces jeunes filles, qui n'était plus un viol collectif ouvertement, etc. C'était des viols répétés depuis des années dans la sphère privée, que Gisèle Pellicot ait voulu, avec son avocate, de nouveau un débat public pour montrer que dans les cas de violence à l'égard des femmes, il n'y a pas
de public et de privé, on ne peut pas faire chez soi tout ce qu'on veut. On ne peut pas asservir une femme, la traiter n'importe comment et surtout la droguer et la faire violer par 60 personnes pendant des années. Donc c'est tellement hallucinant. Et pourtant, ce n'est, à mon avis, que la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, il reste encore des violences à l'égard des femmes ou des milieux dans lesquels ces violences se font. On tombe aujourd'hui sur, certes, le monde du cinéma, mais même dans le monde de la psychanalyse, on découvre qu'il se passe des choses, etc. Partout où il y a une autorité qui s'exerce et qui semble à l'abri de tout, et dans lequel surtout on dit non, ça c'est du privé, ou c'est du religieux, ou c'est de la relation psychanalytique, ou bien c'est la relation conjugale, etc. Eh bien non, il n'y a pas d'endroit privé. Donc, par rapport à la loi. Combat, de travail pour continuer le combat. Oui, il faut continuer le combat. Et j'ai voulu parler de ce côté du sexe qui est devenu une affaire pas seulement privée, mais aussi politique, parce que les hommes et les femmes ont des droits. J'ai voulu mettre aussi la question du genre. Alors la question du genre... c'est rapidement, il reste 2 minutes 30. Oui, la question du genre, c'est une question difficile, parce que quelque part... les féministes ont beaucoup de peine à accepter le combat commun avec des hommes, par exemple, qui seraient devenus des femmes, ou qui ont fait le transfert. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que nous avons été exemplaires en Belgique dans notre démarche. J'ai suivi, et c'est indiqué, je ne vais pas le reprendre, tout le parcours législatif qui nous a amenés aujourd'hui à une des législations les plus progressistes qui existent. Et quand je vois ces combats que la laïcité a soutenus, mais bien d'autres personnes aussi, et que les personnes en question ont soutenus, et que je compare ça avec l'attitude maintenant de Trump, qui aux États-Unis va décréter par la loi qu'il n'y a plus que 2 genres, je me dis, il y a beaucoup de combats à mener, et ce que nous voyons aujourd'hui comme transformation du monde, c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir. C'est pas fortuit, c'est orchestré, et il y a des choses qui se passent. Et c'est pour ça que je disais, il faut penser la laïcité aujourd'hui un peu à la manière dont Hannah Arendt disait, nous devons penser le mal, non pas parce que nous pourrons l'éviter, mais parce qu'au moins nous ne perdrons pas notre conscience. Et je pense qu'il ne faut pas perdre sa conscience aujourd'hui et sa capacité de révolte non plus. Tout à fait. Bonaventure Merchon, pour conclure, l'ADN du CAL aussi dans Libre ensemble, c'est le titre de nos émissions d'ailleurs, ce serait sa devise. Véronique de Keyser termine en évoquant l'élection de Donald Trump et ses 3 premiers mois au pouvoir. Je crois que ça nous ramène à une réalité toute simple. Le prix de nos libertés, c'est la vigilance éternelle. Et en réalité, tout peut se détricoter très vite, dans le discours d'une part, mais également dans les actes. Et donc, en réalité, à partir de notre indifférence ou de notre passivité, il y a plein de choses qui peuvent être très vite détricotées. Et donc, le monde de demain, il est aussi ce que nous en ferons. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Bon, allez, vous avez vu et vous avez entendu, il reste encore beaucoup de combats. Et ce livre, je l'ai vraiment adoré, Véronique et Benoît. Et, ça me fait du bien. Oui, vraiment. J'ai appris encore plein de choses. Imaginez, affirmer la laïcité en Belgique au XXIe siècle. On va suivre le travail de nos consoeurs Amélie Dogo et Sandra Evrard, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Merci. Courez, achetez ce livre et contactez-nous. Merci Véronique de Keyser, merci Bonaventure Merchon d'avoir été là ce soir. Merci à chacun d'avoir fait le choix de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir.